Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Malinov, votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'innovation sous toutes ses formes. Dans ce magazine, nous partons chaque semaine à la découverte de celles et ceux qui inventent, transforment et réinventent le Mali de demain. Qu'ils soient ingénieurs, entrepreneurs, chercheurs ou artisans du changement, ils ont tous un point commun, l'audace de créer et de faire bouger les lignes. Le sommaire, c'est tout de suite. Suguline, c'est la nouvelle plateforme de e-commerce créée par des Maliens de la diaspora pour révolutionner la manière d'acheter et de vendre au Mali. L'objectif est de proposer un service fiable, simple et adapté aux réalités locales. Qualifié comme niveau d'un doctorat, le dernier modèle d'OpenAI ChatGPT 5 fait l'objet de polémiques auprès de certains utilisateurs qui pointent du doigt un manque de fiabilité dans la génération d'images, de cartes ou de graphiques. Nous en saurons plus tout à l'heure. Le Mali connaît depuis quelques années un véritable essor entrepreneurial. Entre start-up évoluant dans le recyclage et la transformation des déchets, le e-commerce ou encore dans les technologies, les présences se font remarquer sur le terrain de l'entrepreneuriat. Pourtant, derrière cette dynamique se cache une réalité moins brillante. La majorité des start-up échouent avant de devenir des entreprises durables. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe ? Entre manque de formation, obstacles structurels et impatience des fondateurs, ce reportage signé Ibrahim Babi explore les causes des échecs, mais aussi les rares réussites qui montrent qu'un autre chemin est possible. Depuis quelques années, le Mali voit fleurir une multitude de startups portées par une jeunesse pleine d'ambition. Hackathon, concours de pitch et incubateurs donnent l'image d'un pays en pleine effervescence entrepreneuriale. Pourtant, derrière cette façade dynamique, un constat s'impose. La majorité de ces initiatives disparaissent prématurément. Peu de startups parviennent à franchir le cap des premières années et encore moins à se transformer en entreprises viables et durables. Pourquoi la majorité des startups maliennes échouent-elles malgré l'essor entrepreneurial apparent? Quand on a la vision, on sait ce qu'on veut, on tient à cela. On se relève après chaque échec et c'est à la fin de ces échecs-là que la réussite arrive. Il y a beaucoup de jeunes entreprises qui ferment et quand on prend les statistiques, en 5 ans, on a 90%, 99%, je pense, 98 ou 99% d'entreprises qui ferment. Il faut remarquer que on a malheureusement cette mauvaise habitude de ne pas se former régulièrement. Et quel que soit le domaine où l'on est aujourd'hui, parce qu'on parle de notre époque, hein. On est obligé de se former régulièrement, sinon on est largué dans son marché. Les causes sont multiples. Le contexte structurel, mais pas que. À cela s'ajoute le manque de formation entrepreneuriale. La plupart des jeunes fondateurs ne savent pas réellement comment bâtir une entreprise. Ils endossent tous les rôles à la fois, comptable, technicien, commercial, communicant, au risque de s'éparpiller et de perdre en efficacité. Nous avons constaté vraiment que, surtout les startups à leur début, ils font tout. On est gérant, on est marketing, on est gestionnaire. Alors nous, à notre niveau, ce que nous faisons, nous mettons en place un système de coaching individualisé qui nous permet de faire d'abord les diagnostics des entreprises pour voir pour ceux qui sont à leur début. Maintenant, à travers ces coachings, donc ces fondateurs-là, ils découvrent ce qu'on appelle les atouts qui leur permettent de gérer à un début leurs entreprises. Alors, les jeunes entrepreneurs font face à beaucoup de difficultés les débuts. Donc, pour moi, il faut les préparer dès le départ. Et je les prépare comment? En mettant d'abord un focus sur la vision. Donc, il est très important qu'on sache où l'on va et qu'on ait un focus sur là où on se rend. Ensuite, il faut aussi qu'ils soient conscients de leurs points forts et de leurs points de défi. Donc, je les amène à travailler régulièrement sur les points de défi. Ça leur permet de faire face aux impondérables du marché. Et maintenant, il y a la question de la crise qui revient souvent. Ça ne va pas, le pays est dur. J'aime bien leur dire, c'est pas tout pareil. Mais comment on fait pour faire face à ça? On se focus sur les points forts. Et les points forts à ce moment, ce n'est pas les points forts donc, à ce moment de l'entrepreneur, mais de l'écosystème. Et les écosystèmes, malgré les crises, ont toujours aussi des avantages. Comme on le dit souvent, à la fin des crises, il y a aussi des fortunés qui naissent. Au-delà des obstacles matériels, c'est la psychologie des jeunes entrepreneurs qui pose problème. Beaucoup rêvent de succès immédiat sans mesurer les sacrifices nécessaires.
pressés de lever des fonds et de gagner de l'argent, ils relèguent l'impact au second plan. Cette impatience et ce manque de résilience expliquent pourquoi tant de projets prometteurs s'effondrent dès les premières difficultés. C'est qu'il faut de la patience et de la résilience, comme on l'a dit. Une organisation fait face à des défis, mais il faut les relever au fur et à mesure et ça demande beaucoup de courage. Alors, qu'est-ce qui arrive à beaucoup de jeunes dès qu'il y a les premiers défis? On abandonne. On se dit, ça n'a pas fonctionné. Alors que la majorité des entreprises qui fonctionnent sont passées par ça et ont continué malgré le défi. Donc, je crois que c'est à cette période qu'on a vraiment la différence entre ce qui réussit et ce qui échoue. C'est de se relever après des grands échecs. Tant qu'il y a de l'ombre, il y a également de la lumière. Même dans l'adversité, certaines startups réussissent en restant disciplinées et concentrées sur leur vision. C'est le cas de Moussa Doumbia qui a fondé Ju Bougouni, une entreprise qu'on a connue depuis son incubation, qui malgré les années est toujours vivante. Depuis 2017, donc ça fait de manière officielle, sinon depuis 2015, j'ai commencé le chemin, à parcourir le chemin de l'agrobusiness. En gros, aujourd'hui, j'occupe le poste de président du conseil d'administration de la société Ju Bougouni. Et nous avons une vingtaine d'employés et également nous travaillons avec des coopératives de femmes du monde rural pour rassembler l'ensemble de nos matières premières dans une chaîne de valeur équitable afin de pouvoir les transformer et les distribuer. Et au niveau de la distribution, nous avons pratiquement 60 jeunes et des femmes qui sont chargées également de ces différentes tâches au niveau de Bamako, dans les régions comme Bougouni, Sikasso, Ségou, Kaï et Kita. Pour inverser la tendance, plusieurs pistes se dessinent. À la lumière de tout ça, je leur dis toujours de choisir un domaine d'abord dans lequel ils se sentent passionnés. Parce que pour avoir le courage de se relever après chaque échec, il faut qu'on aime ce qu'on fait. Il faut aussi qu'on travaille dans notre talent. C'est-à-dire on choisit un domaine dans lequel on est capable d'exceller. On a envie de faire. On a envie de continuer, même quand on n'est pas payé. Je crois que c'est l'une des clés, en plus de la vision, qui va amener l'entrepreneur à continuer sa route face à tout ce qui peut arriver. Pour le début, ça c'est la formation de base. Parce que nous sommes dit que les startups à leur base, ils ont besoin vraiment de renforcer leurs compétences. Déjà, le marché n'est pas testé, il y a beaucoup qui les manquent. La première des choses, nous mettons l'accent vraiment sur les renforcements de capacité. Après les renforcements de capacité, nous essayons de faire en sorte que ces entreprises puissent être bien structurées pour leur permettre d'aller à la recherche de financement et d'accéder à de nouveaux marchés. Je pense que le coaching est important. Maintenant, il faudrait trouver le moyen de mieux cadrer ces différentes formations et que ça provienne effectivement des personnes qui s'y connaissent le mieux afin de pouvoir permettre aux bénéficiaires d'atteindre leur objectif. Donc il ne serait pas inhérent pour nous de pouvoir décrédibiliser ces formations, mais surtout de pouvoir encourager à rassembler les meilleurs des contenus et des bases de données afin de pouvoir permettre à ces milliers de jeunes qui ont besoin de se former, de s'encadrer, de pouvoir avoir plus de réseaux, d'atteindre leurs différents objectifs. Donc j'encourage pleinement l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les partenaires techniques ou financiers, que ce soit les jeunes eux-mêmes ou les formateurs, à ne ménager aucun effort pour que chacun voit de son côté qu'est-ce qui est utile d'être déployé afin que nous puissions assister à un Mali plus dynamique et à une Afrique plus compétitive. Le Mali ne manque ni de talent, ni de créativité. Ce qui fait défaut, c'est une vision entrepreneuriale fondée sur la persévérance et la construction à long terme. Tant que l'obsession du gain rapide primera sur la volonté d'apporter un vrai changement, les startups continueront de s'éteindre prématurément. Mais si les mentalités évoluent, l'énergie de cette jeunesse pourrait bien devenir l'un des moteurs d'un Mali plus innovant et plus autonome. Au Mali, le commerce en ligne reste encore balbutiant, freiné par la méfiance des consommateurs et des défis logistiques. Mais une nouvelle initiative venue de la diaspora veut changer la donne. Sougouli, une plateforme de e-commerce créée par des Maliens de l'étranger, tente d'adapter ses services aux réalités locales avec une ambition claire, rendre les achats en ligne plus simples, plus sûrs et accessibles à tous.
Focus sur cette initiative qui a, selon ses fondateurs, l'ambition de devenir le Amazon à la sauce malienne. Le commerce en ligne peine encore à trouver sa place dans les habitudes des consommateurs. Mais une initiative récente attire l'attention. Sougoulaine, une plateforme d'e-commerce créée par des Maliens de la diaspora, ambitionne de révolutionner la manière d'acheter et de vendre dans le pays. L'objectif est de proposer un service fiable, simple et adapté aux réalités locales, là où la méfiance et les difficultés logistiques freinent souvent le développement du secteur. Pour être honnête avec vous, Sougoulaine, de base, on a eu l'idée il y a plus d'1 an maintenant. Du moment où on a trouvé l'idée jusqu'à présent, l'idée a dû changer au moins une dizaine de fois parce qu'on a essayé d'adapter la plateforme aux Maliens. Il faut savoir qu'au Mali, ici, la plupart des sites d'e-commerce, etc., ils importent l'idée occidentale et la ramènent au Mali. Et ça ne peut pas marcher, malheureusement. L'email, on sait qu'au Mali, énormément de gens n'ont pas d'email. Du coup, on est passé par WhatsApp, qui est l'un des réseaux les plus utilisés au Mali, pour envoyer les reçus de commandes, etc. Sougoulaine est une idée dont on travaille pendant environ 1 an actuellement. L'idée, elle nous est venue très simplement. Nous tous, on vient du Mali, nous tous, on a grandi au Mali. Et on avait tous remarqué une vérité au Mali. L'achat au Mali est un processus hyper compliqué, que ce soit physiquement. Tu dois sortir de chez toi, aller au marché, chercher ce que tu veux. Parfois, tu ne trouves même pas ce que tu veux. Mais le fait de t'être déplacé seulement, tu as perdu du temps. Que ce soit sur les réseaux, tu dois chercher le nom du vendeur. Il n'y a pas un endroit où tu peux trouver une multitude de choses. Tu dois aller chercher le vendeur. Si tu cherches par exemple des chaussures, ce n'est pas le même endroit là où tu vas aller chercher par exemple des tissus. Donc nous, on a décidé d'essayer de régler tous ces problèmes en créant une application, une plateforme, un site internet où tu pourras trouver le maximum de choses que tu cherches en un seul endroit. Tu pourras te faire livrer le lendemain. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Si tu ne trouves pas le produit, tu le sauras directement, très simplement, et ce sera accessible à l'entièreté du Bamako. Le jour du lancement officiel du site à Bamako, Zahra, l'un des fondateurs, nous a expliqué la vision du projet. Moi, j'ai rejoint l'équipe après. Donc, eux, ils ont eu l'idée, ils ont travaillé sur le projet, ils ont développé, on va dire, le projet. Et après, ils m'avaient contacté pour être ambassadeur, encore une fois, dans le cadre de l'influence et du partage de l'information. Ensuite, moi, lorsqu'ils m'ont pitché le projet, j'ai vu vraiment que c'était un excellent projet. C'est une idée dont on a besoin ici au Mali, parce que moi-même, je suis commerçante, je vois les difficultés qu'on rencontre dans le commerce malien. Et du coup, j'ai tout simplement décidé de rejoindre l'équipe et de faire partie complètement du projet. Sougoulaine totalisait quand même plusieurs commerçants sur la plateforme bien avant son lancement officiel, et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, Sougoulaine, c'est 30 vendeurs qui ont rejoint l'aventure. On a plus de 600 produits déjà en ligne et on a plus de 200 potentiels vendeurs qui veulent rejoindre l'aventure également. Les critères d'accession, c'est vraiment basé sur le sérieux. Donc, il suffit d'être passionné, sérieux et avoir de bons produits. Nous, Sougoulaine, on voit ça à l'international. Dans les prochaines 5 années, on ne va pas rester qu'au Mali. On veut aller dans toute l'Afrique et potentiellement Europe, Amérique, partout dans le monde. On veut être vraiment le nouveau Amazon. On veut concurrencer Amazon. Le défi sera d'élargir le service hors de Bamako, car l'accès aux zones rurales reste complexe. Mais Sougoulaine a une carte à jouer, surtout si la plateforme arrive à intégrer le paiement mobile et à rassurer les consommateurs sur la qualité des produits. Ce qu'on voulait pour le site, c'est que le site soit le plus sécurisé possible. Parce que c'est avec l'argent des gens souvent. On ne peut pas jouer avec ça. Donc on a vraiment voulu passer par des professionnels. Le site il est capable d'héberger actuellement à peu près 80 000 personnes à la fois. On est en partenariat même avec Orange Money. Le moyen de paiement est très sécurisé, il n'y a aucun souci dessus. Avec Sougoulaine, la diaspora malienne tente de conjuguer innovation et pragmatisme. L'enjeu est de taille, bâtir une confiance durable entre vendeurs et acheteurs et inscrire l'e-commerce comme une pratique courante au Mali.
Samsung lance la première télévision écran micro-auto-émissif du marché, un modèle de 115 pouces qui s'inscrit dans la lignée des téléviseurs très haut de gamme. Présentée par Samsung comme une première mondiale, cette nouvelle technologie d'affichage mise sur un rétroéclairage ultra précis destiné à repousser les limites de la fidélité colorimétrique et du contraste sur les téléviseurs. En effet, ce téléviseur permet de doubler le nombre de couleurs perceptibles par l'œil humain tout en délivrant un niveau inouï de contraste. L'écran est capable de rendre 100% des couleurs de l'espace colorimétrique. Celui-ci permet d'afficher 75,8% des couleurs pouvant être perçues par l'œil humain. Au-delà, la présence de LED pour le rétroéclairage permet des niveaux de luminosité inouïs permettant d'afficher sur chaque image des contrastes extrêmement réalistes. La technologie est boostée, selon la marque, par un algorithme dit Micro Color Booster Pro qui améliore les scènes termes pour les rendre plus immersives. Le design lui-même de la télévision est centré sur la sobriété et les matériaux premium. Le châssis est en aluminium noir mat avec les pieds particulièrement discrets, surtout dans ce format. C'est au-delà une Smart TV sous Tizen, ce qui permet d'y installer des applications comme YouTube, Netflix ou Disney+. Dans un premier temps, la firme annonce un lancement sur le marché coréen avant un lancement aux États-Unis. Une disponibilité mondiale est évoquée par la suite, sans plus de précision sur le calendrier. Le dernier modèle d'OpenAI ChatGPT 5 est sorti. Selon son fondateur Sam Altman, il aurait le niveau d'un doctorat. Pourtant, depuis sa sortie, l'application fait l'objet de certaines critiques, notamment pour son manque de fiabilité. Internautes et chercheurs pointent les incohérences de GPT-5 qui est loin de faire l'unanimité. Des débuts difficiles pour le petit dernier d'OpenAI à tel point que l'entreprise californienne a annoncé des changements et le retour de ChatGPT 4.0. C'est l'application coup de cœur de ce soir. GPT-5, le dernier modèle de ChatGPT, devait avoir le niveau d'un doctorat. C'est l'annonce faite par son fondateur, Sam Altman. Mais l'IA, depuis une semaine, est sous le feu de nombreuses critiques. Plusieurs chercheurs notent de nombreuses inexactitudes dans les réponses du chatbot, avec à l'origine de ces erreurs ce que des internautes ont appelé des hallucinations. ChatGPT 5, je l'utilise très fréquemment. Moi, je crois que c'est vraiment une avancée très majeure dans le domaine de l'IA générative. Néanmoins, il y a certains qui pensent que c'est une hallucination, mais en dehors de ce que les gens pensent, vous allez voir que ChatGPT c'est basé sur un système de générative pré-training, ce qui veut dire que cette IA réagit en fonction de prompt qu'on doit le donner, l'invite, la requête qu'on donnera. Donc, si vous faites mal votre requête, contrairement aux versions précédentes, vous allez voir que la réponse ne serait pas exactement comme vous le souhaitez. Donc pour mieux vraiment avoir une réponse adéquate, une réponse qu'on cherche, une réponse plus exacte, il faut vraiment bien structurer son prompt, avoir vraiment des réponses qu'il faut. Dans ChatGPT 5, les erreurs dont parlent les internautes concernent la génération d'images, de cartes ou de graphiques qui se manifestent surtout lorsqu'une image est analysée ou générée. GPT-5 nous avait déjà donné un avant-goût de ce manque de fiabilité lors de la présentation en live du modèle. Un graphique généré par l'IA avait provoqué l'indignation des spectateurs pour son inexactitude. Depuis, de nombreux internautes, dont des chercheurs, exhibent les incohérences du chatbot sur les réseaux sociaux avec pour objectif de remettre en question le prétendu niveau d'un doctorat. À un moment donné, on pensait que GPT-5, c'était l'AGI. Quand ça allait venir, ça allait franchement upgrade le niveau quoi, de l'IA en ce moment. Voilà, donc c'était un peu ce qu'on pensait. Mais après, moi, j'ai testé GPT-5 sur plusieurs aspects. C'est vrai que je n'ai pas testé sur tous les aspects possibles. Ça d'ailleurs, il me faut du temps pour le faire. Mais j'ai testé sur différents aspects. Par exemple, la génération de code et on va dire aussi la génération de texte. Donc j'ai testé ça sur plusieurs aspects dans ces deux-là. Et pour tout vous dire, la génération de code, voilà. Déjà, sur cet aspect-là, ça hallucine aussi. En gros, d'après ce que j'ai remarqué, GPT-5, le plus gros problème, c'est que ça hallucine. Ça passe à côté à chaque fois. Tu lui demandes une tâche simple, ça va toujours passer à côté.
Pas toujours, mais pour la plupart du temps, ça va passer à côté. Et je crois que GPT-5, c'est un modèle qui choisit le bon modèle en fonction de toi, ton besoin, d'après ce que j'avais compris. Et le problème se situe à ce niveau-là, quoi, parce que ça ne choisit pas le bon modèle. Par exemple, je ne sais pas, peut-être un modèle qui est fort dans la génération de code, il va te le recommander pour toi, ton besoin qui est juste, je ne sais pas, d'écrire un email. Donc, il y a un petit problème. Je ne sais pas si c'est comme ça fonctionne, mais je pense que, voilà, d'après mes tests, je pense que c'est comme ça fonctionne. Si l'outil est controversé par des erreurs, un autre problème embête les utilisateurs. La nouvelle version de l'IA conserve sur un ton plus neutre, plus professionnel, plus direct, alors que l'ancienne semblait particulièrement forte pour s'adapter au style de l'utilisateur qui en a noué des liens avec bon nombre qui s'en servent comme proches collaborateurs, coachs, voire amants ou psy. ChatGPT-5 est aujourd'hui dans une dynamique où ils essayent vraiment de répondre honnêtement à l'utilisateur, contrairement à ChatGPT, la version précédente, ChatGPT 3, ChatGPT 4.0, qui essaie de toujours plaire à l'utilisateur. ChatGPT 5 essaie d'être un peu plus professionnel, donner des réponses plus exactes. Donc, généralement, vous allez voir que cela ne plaît pas aux utilisateurs parce que l'algorithme les a habitués à les fournir des réponses qu'ils souhaitaient et non des vraies réponses. Donc, avec cette mise à jour, ChatGPT 5 essaie d'être plus professionnel. Donc, où les utilisateurs n'arrivent pas à comprendre ce décalage qui existe entre l'adaptation à l'utilisateur ou leur donner une réponse plus précise. Au-delà de tous ces aspects, il y a également un sujet économique. Chaque mot généré coûte de l'argent à OpenAI. Les conversations courtoises et empathiques consomment des millions de tokens supplémentaires. Le fondateur Sam Altman déplore notre tendance à dire bonjour à ChatGPT, une politesse que l'IA retourne. Réduire les bavardages a le mérite de libérer de l'espace pour les tâches professionnelles productives qui constituent le véritable marché d'OpenAI, celui des licences d'entreprise qui financent l'écosystème. Et nous bouclons en beauté avec une noce d'astuce. Même si cela ne se voit pas à première vue, les Maliens sont des abonnés loyaux, à tel point que des fois, ils en arrivent à oublier certains abonnements qu'ils ont effectués. Pour l'astuce du jour, on vous présente Bobby, une application qui est un gestionnaire d'abonnements très pratique pour savoir combien vous dépensez dans les abonnements par mois et de garder une trace de chacun de vos abonnements. Suivons ensemble. De Netflix en passant par les salles de sport, tout en n'oubliant pas les services de jeux en ligne comme la PlayStation Network ou encore la Xbox Game Pass, des abonnements, il y en a de quoi faire, sauf pour les fois où on se perd. Mais avec Bobby, plus de casse-tête. Avec cette application, vous pouvez choisir d'ajouter un nouvel abonnement en sélectionnant dans la liste des abonnements populaires proposés par l'application, mais vous pouvez aussi créer un abonnement personnalisé, par exemple pour un service que vous payez chaque mois. Quand vous créez un abonnement personnalisé, vous pouvez définir le nom de l'abonnement, le montant, l'icône et la couleur utilisée pour le reconnaître visuellement. Vous pouvez aussi bien sûr entrer une description personnalisée, le cycle de paiement pour chaque abonnement et régler un rappel pour être prévenu quand le paiement doit être effectué. L'application sauvegarde et synchronise vos données sur l'iCloud pour les retrouver par exemple entre l'iPhone et l'iPad. L'application est gratuite et il est possible de débloquer l'intégralité des fonctionnalités avec un unique achat intégré qui vaut au moins le prix d'un croissant. Une excellente application pour savoir combien d'abonnements vous avez et combien vous dépensez par mois en abonnement. C'est tout pour cette rubrique. On se dit à la prochaine. Bye. Ainsi s'achève le 170e numéro de votre émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle immersion au cœur de la créativité malienne. D'ici là, restez curieux, restez audacieux et surtout restez innovants.